Alors, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là encore. Donc, la semaine dernière, je n'ai pas pu terminer, comme vous avez vu. Je vais essayer de terminer le cours de la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que c'est cours 3 fin sur la dynamique de l'hétérochromatine facultative. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, tout en restant, j'espère, relativement simple, pour donner les grandes lignes. Et ensuite, je vais passer sur le sujet de cette semaine, les troubles neurologiques liés au chromosome X. Et c'est un vaste sujet aussi. Et donc, je me suis aperçue que sans doute la semaine prochaine, on va continuer un peu sur ce sujet. Mais on va commencer quand même. Alors, donc, la semaine dernière, je vous avais parlé des différents types d'hétérochromatine qui sont liés aux états différents des chromosomes sexuels pour arriver à avoir une compensation de dose. Et donc, nous avons parlé un petit peu des signatures chromatiniennes qui sont associées avec le X inactif et la surprise qu'il y a différents types de signatures. C'est toujours de la chromatine, on va dire, inerte, qui n'exprime pas les gènes, mais avec des marques épigénétiques et des protéines associées qui sont différentes. En particulier chez l'homme ou chez la femme, où il y a le X inactif, on retrouve deux types de signatures de manière un peu globale. Ça se peut qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore découvertes, mais en tout cas, il y a ces deux types que nous trouvons aussi dans d'autres parties du génome et dans d'autres organismes. Donc, il y a la signature qui est plus liée à polycom, les complexes polycom, les modifications comme H3K27 triméthyle, H2A ubiquitiné, qui sont associées et mis en place grâce à XIST, et je vais parler plus de XIST aujourd'hui. Et puis, il y a une autre signature qui est plutôt associée avec la triméthylation de la lysine 9 d'H3, de la monométhylation de H4K20. Et ces modifications sont souvent liées à la protéine HP1, qui est aussi associée avec des régions centromériques et péricentriques. Donc, plus l'hétérochromatine constitutive, on va dire. Mais on la trouve quand même dans cette hétérochromatine facultative qui est le chromosome X inactif. En tout cas, il y a ces deux types de signatures chez l'humain. Chez la souris, il semblerait que nous restons plus sur cette signature de polycom associée avec XIST. Et j'ai parlé aussi un petit peu des nouveautés dans d'autres mammifères, comme les marsupiaux, qui ont aussi un chromosome X inactif, mais qui font ça autrement. Eux, ils ont inventé un autre ARN non codant à évoluer, RSX. Il n'est pas encore absolument certain que c'est RSX qui déclenche toute la cascade d'événements qui conduit à l'hétérochромatinisation du X inactif, mais en tout cas, les corrélations sont très fortes. Et là, la signature, elle est assez semblable à la signature qu'on retrouve chez les mammifères placentaires, les utériens, mais il y a l'absence de méthylation d'ADN des promoteurs des gènes. Donc, cette forme d'inactivité semble un peu plus, on va dire, lâche. Les gènes ont tendance peut-être à se réexprimer, à échapper à l'inactivation un peu plus. Mais j'ai aussi parlé du fait qu'il y a des gènes qui échappent à l'inactivation dans toutes les espèces. Et plus on regarde, plus on trouve ces gènes qui échappent. Et je vais parler beaucoup plus aujourd'hui de ces gènes. Donc voilà, le message était qu'il y a une diversité de marques, mais le but semble être le même. Il faut arriver à compenser le dose entre les sexes, entre les mâles et les femelles, en arrivant à éteindre ce chromosome X inactif et le maintenir dans cet état inactif au cours des divisions cellulaires, en tout cas dans les cellules somatiques. Donc, je voulais vous parler d'une molécule qui déclenche tout le processus chez la souris, c'est sûr, chez l'humain, certainement, même si, on va dire, génétiquement, ça n'a pas encore été prouvé, mais il y a des fortes chances que ça sera aussi le cas. Donc, cet ARN non codant,
a été découvert en 1990 et des équipes ont travaillé sur cet ARN pendant des décennies pour essayer de comprendre comment il marche. Vous le voyez ici, ça c'est le noyau d'une cellule, en bleu est l'ADN, les régions plus denses sont les régions hétérochromatiques justement, et caché sur ce nuage vert, vous voyez le X inactif qui est aussi condensé, hétérochromatique. Et ce nuage est l'ARN de XIST, qui s'exprime au cours du développement à partir d'un des deux chromosomes X. En tout cas, c'est comme ça que ça se termine. L'ARN est déclenché et il va décorer le chromosome X qui va ensuite être inactivé. Comment cet ARN décore que le chromosome à partir duquel il est exprimé, ça reste un mystère. Et comment il déclenche la répression de quasiment tout ce chromosome qui est un des plus grands, je vous le rappelle, avec plus que 1000 gènes. Donc c'était un mystère pendant très longtemps. Et ici, je vous montre certaines des hypothèses qui ont été évoquées. Est-ce qu'il est là est-ce que dès qu'il décore le chromosome, il le couvre, il interfère avec la transcription des gènes? Est-ce qu'il ramène des protéines répresseurs? Est-ce qu'il interfère peut-être à une étape post-transcriptionnelle d'abord? On sait qu'in fine, c'est l'extinction transcriptionnelle des gènes qu'on voit sur le X inactif, mais peut-être il y a une étape préalable qui est une perturbation des phénomènes post-transcriptionnels. Ou est-ce qu'il marche, il fonctionne au niveau de la chromatine? Est-ce qu'il change la chromatine et c'est comme ça que les gènes sont éteints? Ça semble une question très basique, mais en fait, nous n'avons toujours pas la réponse dans la plupart des cas, et même pas pour le X, l'inactivation du X. À quel point un changement au niveau de la chromatine va déclencher ou permettre l'extinction d'un gène? Nous ne le savons pas. Mais est-ce qu'existe, il fonctionne comme ça? Est-ce qu'il change l'organisation du chromosome X? Comme je vous avais parlé la semaine dernière de ce qui se passe chez C. elegans, où les deux X sont exprimés à moitié, il y a une réorganisation du chromosome. Et nous savons maintenant que le chromosome X inactif est aussi réorganisé. Et il semblerait qu'existe fait ça. Est-ce qu'il y a une compartimentation dans le noyau? Vous voyez que ça occupe une région particulière, et je vais vous présenter quelques données plus tard, où on pense qu'effectivement, peut-être permet une ségrégation du X inactif dans le noyau pour peut-être maintenir de manière plus efficace l'état inactif, mais aussi peut-être pour déclencher le processus, pour empêcher que les facteurs de transcription puissent rentrer. Ça, c'est une question. Ou est-ce que l'ARN va vraiment s'associer avec l'ADN du X et va perturber ainsi tout le processus de transcription? Voilà, donc c'était plein de questions. Et qu'est-ce que... pourquoi je vous parle autant de cet ARN XIST? Pas simplement parce qu'il est impliqué dans le processus d'inactivation, mais parce que c'est, je dirais, un des paradigmes vraiment des ARN non codants. Des ARN qui sont produits grâce à la transcription de l'ADN, bien sûr, mais qui ne sont pas traduits, qui ne vont pas produire une protéine. Et donc ces ARN ont été aperçus, découverts, maintenant il y a des décennies, mais pendant très longtemps, les gens pensaient que ces ARN non codantes étaient juste un peu des accidents, la transcription qui est là, mais qui ne sert pas à quelque chose. Et maintenant, on a réalisé que pas du tout, ces ARN non codants comme XIST peuvent jouer des rôles très importants. Il y a aussi des ARN non codants dont je vous avais parlé beaucoup l'année dernière, c'est les petits ARN, les micro-ARN et les cRNA qui sont aussi très importants pour la régulation soit post-transcriptionnelle ou transcriptionnelle. Et donc, ça fait partie, on va dire, des armes que les eucaryotes ont développées pour combattre les éléments transposables, mais aussi pour réguler des protéines au cours du développement. Donc, il y a tout un univers d'ARN non codants qui est ouvert. Et XIST était vraiment un des premiers qui a été montré comme étant important pour un processus épigénétique de manière, on va dire, moléculaire. Donc,
maintenant, voilà, je vous montre juste quelques exemples des possibles modèles que les gens ont pour la manière que ces ARN non codantes pourraient fonctionner. Ils peuvent participer dans des voies de signalisation pour permettre l'activation de certains programmes génétiques, et il y a des exemples. Ils peuvent aussi participer à la répression des gènes en prenant les facteurs qui sont impliqués dans la transcription. Peut-être existe-t-il fonctionne comme ça. Ils sont aussi impliqués probablement dans les modifications de la chromatine, et il y a de plus en plus qui semblent quand même avoir un impact direct sur l'état de la chromatine. Et puis, ils peuvent aussi jouer un rôle d'échafaudage, c'est-à-dire ils sont là pour permettre les protéines de mieux s'associer. Et ça, nous le savons, il y a beaucoup d'exemples des ARN, les tRNA en particulier, qui jouent des rôles très importants pour permettre les protéines de se retrouver et permettre des processus, que ce soit chromatiniennes ou des processus enzymatiques qui peuvent se dérouler. Donc on sait que ces ARN non codants peuvent jouer des rôles comme des molécules qui sont des véritables acteurs dans un processus et qui vont reconnaître certaines parties du génome ou certaines protéines. Et ils peuvent aussi avoir un rôle, on va dire, d'adaptateur. Tout est possible quand on fait des dessins, bien sûr. Et après, pour attaquer les fonctions de ces ARN non codants, ça c'est beaucoup plus délicat. Et effectivement, depuis que XIST a été découvert, c'est plus que presque 30 ans maintenant, de génétique, etc., ont permis vraiment de définir son importance, mais pas forcément le mode moléculaire qu'il utilise pour fonctionner. Donc, je vais vous dire quelques mots sur ça. Voilà la structure du gène. Vous voyez ici, c'est un gène qui mesure environ 30 ou 35 kilobases. L'ARN lui-même mesure 17 000 à 19 000 nucléotides, donc c'est assez énorme. C'est un ARN qui est épicé, comme si c'était un ARN codant, mais ça ne code pas. C'est un ARN qui est épicé, qui ressemble à un messager de toute manière, sauf qu'il n'est pas exporté du noyau. Il reste dans le noyau, il ne va pas dans le cytoplasme, il n'est pas traduit. Donc, certaines de ces caractéristiques, j'ai déjà dit qu'il est très lent. Il n'est pas très conservé. Dans les mammifères où il existe, le niveau de conservation au niveau nucléotidique est assez faible et plutôt équivalent à ce qu'on trouve dans des régions introniques des gènes, sauf certaines régions qui ont été nommées A, B, C, D, E, F, vous voyez ici. Et ces régions sont un petit peu répétées. Ce sont pas des répétitions qu'on trouve ailleurs dans le génome, c'est des répétitions uniques. Et ils sont très conservés dans les différents gènes XIST qu'on trouve dans différents mammifères. Mais je vous rappelle que c'est quelque chose qui est présent que chez les eutériens. Même les marsupiaux n'ont pas le gène XIST. Il a évolué à partir de ce gène codant LNX dont je vous avais parlé. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont montré que quand on délète le gène XIST, on ne peut plus déclencher l'inactivation. Quand on met XIST sur un autre chromosome et on induit son expression, on peut déclencher son inactivation. Il y a eu aussi des études, et j'en ai parlé un petit peu les semaines précédentes, qui montrent que c'est important d'avoir XIST au début du développement pour déclencher l'inactivation. Il a été montré que l'ARN décore le chromosome X de manière assez globale, mais il y a certains sites avec lesquels il s'associe tout au début. Donc je vais parler un tout petit peu de ça plus tard. Il n'y a pas beaucoup de molécules de XIST. Il y a environ 1000 à 2000 molécules par noyau, alors que le chromosome X mesure 130 mégabases à peu près. Donc ça ne fait pas beaucoup de molécules on va dire, par gène ou par région. Mais on pense qu'effectivement, c'est la structure et l'organisation trois-dimensionnelle du chromosome et l'association de l'ARN avec cette structure trois-dimensionnelle qui est importante. Le point important aussi, c'est la région qui est impliquée dans les fonctions de cet ARN pour déclencher l'inactivation. Et je vais revenir sur les études qui ont prouvé quelles sont les régions de XIST qui sont importantes. Il a aussi été proposé pendant des années que l'ARN de XIST peut recruter des facteurs chromatiniens.
Mais les études biochimiques qui visent à chercher les protéines associées avec des ARN étaient difficiles, et c'est que récemment que des études, on va dire, plus sophistiquées et plus efficaces ont pu réellement identifier les facteurs. Donc je voulais très rapidement, mais c'est important, il me semble, surtout dans un contexte, on va dire, de cours sur l'épigénétique, les expériences qui ont vraiment prouvé le rôle de XIST et le moment où il est important au cours du développement. En utilisant des cellules souches embryonnaires, on peut modéliser, on peut récapituler le processus d'inactivation avec l'induction de la différenciation des cellules. Et donc ici, je vous montre les cinétiques qui ont été définies en étudiant les cellules ES femelles, là où ça se passe naturellement, on va dire. Donc à partir de 1 ou 2 jours de différenciation, on voit qu'un des 2 gènes XIST va commencer à s'exprimer, va décorer le chromosome X. Et par différentes techniques, il a été montré que la répression des gènes commence presque tout de suite après. Donc on voit très rapidement une baisse de l'ARN, du messager et du transcrit naissant, en détectant ça par les techniques d'in situ. On voit que le niveau d'expression baisse assez rapidement, mais pas tous les gènes sont inactivés en même temps. Il y a un timing qui est assez intéressant où certaines régions sont inactivées avant d'autres. Et ceci est récapitulé dans les ES au cours de la différenciation, mais aussi dans le développement, dans les embryons. Et je vous avais parlé un petit peu des études que nous avons menées sur des embryons précoces il y a 2 semaines. Donc, comment définir quand et comment l'ARN XIST est important? Et en fait, le groupe de Rudolf Jaenisch et Anton Woods, qui était postdoc chez lui, ont mis en place un système dans des cellules ES où ils pouvaient induire le gène XIST avec une drogue, avec la doxycycline. Donc c'est un gène inductible à la tétracycline ou doxycycline. Et ainsi, ils pouvaient voir à quel moment XIST est important. Et ils ont fait ça dans une cellule mâle, où normalement il n'y a jamais une induction de XIST, parce que les cellules mâles ont un seul X et ne vont pas déclencher le processus d'inactivation. Mais si on met un gène transgène XIST soit sur le X, soit sur un autosome avec ce promoteur inductible, on peut induire le processus comme si, normalement, mais de manière contrôlée. Et donc, en fait, il a été montré que si on induit XIST, soit dans les cellules non différenciées, soit au cours des 2 ou 3 premiers jours de différenciation, on déclenche l'inactivation du X, mais c'est totalement réversible. C'est-à-dire, si on éteint XIST, les gènes vont se réactiver. Donc ça, c'est très important parce que ça vous montre qu'effectivement, l'ARN XIST est suffisant pour déclencher la répression des gènes, mais pendant ces premiers jours, c'est absolument critique que cet ARN reste là pour que l'inactivation puisse se mettre en place de manière stable. Et ils ont aussi montré que si on induit XIST et on l'éteint après 3 jours, là, l'inactivation n'est plus réversible. C'est-à-dire il y a des marques épigénétiques ou des processus épigénétiques qui sont arrivés, qui prennent le relais. L'autre point important qu'ils ont montré, c'est que s'ils n'induisent pas XIST pendant ces premiers jours de différenciation, mais ils induisent XIST plus tard, l'ARN va quand même décorer le chromosome X, mais il ne va plus l'inactiver. Il ne peut pas l'inactiver. Donc ça veut dire qu'il y a une fenêtre de temps dans laquelle l'ARN peut marcher pour inactiver le chromosome X. Soit c'est parce que la chromatine elle est réceptive à ces actions, soit c'est parce que les facteurs qui doivent agir avec XIST sont présents, ou présents en tout cas dans une forme qui permette de déclencher la répression génique. Donc cette étude, ou ces 2 études, vous allez voir, pour moi, étaient les études les plus importantes comment dire ça, sur la recherche sur le processus d'inactivation du X dans les temps modernes. En tout cas, c'était vraiment clé de montrer que XIST joue ce rôle au cours du développement précoce
ou dans certains états des cellules, et maintenant nous savons que peut-être dans les cellules cancéreuses qui sont un peu dédifférenciées, on peut peut-être déclencher l'inactivation du X si existe et est déclenchée de manière aberrante. Mais en tout cas, ça montre le fenêtre de temps dans lequel existe doit agir et aussi l'importance d'avoir un certain nombre de divisions cellulaires et ou un état de différenciation pour permettre ce passage à l'irréversibilité. Et donc, c'est là où effectivement la mémoire cellulaire et les marques épigénétiques arrivent. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui a été faite par Woods et Jaenisch en utilisant ce système, ils ont mis donc le gène inductible de XIST sur le X dans un mâle. Alors bien sûr, si on induit l'inactivation du seul X chez les mâles, qu'est-ce qui se passe? Les cellules meurent assez rapidement. Au bout de quelques jours, il y a une mortalité cellulaire parce qu'il y a des gènes sur le chromosome X qui sont absolument essentiels pour la viabilité des cellules. Et donc, ils ont utilisé cette mortalité pour faire un crible pour voir quelles sont les régions de cet ARN qui sont importants. Donc, en fait, ils ont délété différentes parties de XIST et ils ont regardé est-ce que les cellules meurent quand on induit ou est-ce qu'elles restent vivantes. Donc, c'était une approche assez simple. Voilà toutes les délétions qu'ils ont créées. Ça vous semble beaucoup, c'est beaucoup, surtout que ça a été fait dans les années où on ne pouvait pas juste déléter ce qu'on voulait avec CRISPR-Cas9. C'était, pour les jeunes ici, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente comme boulot. C'est énorme. Ils ont donc pris l'ARN de XIST, enfin l'ADN qui produit cet ARN, et ils ont délété différentes parties de XIST, en particulier les répétitions dont je parlais, A, B, C, D, E, F, pour voir qui est important pour différents aspects des fonctions de XIST. Pour la survie des cellules, ça veut dire pour la répression génique, sans doute. Donc, si les cellules survivent, ça veut dire que finalement, l'ARN, il n'arrive pas à inactiver le chromosome X. Mais aussi pour la capacité de l'ARN de décorer le chromosome X. Donc, ils ont mesuré la localisation de XIST, vous voyez ici, et aussi le pourcentage de cellules qui survivent après induction. Et donc, je ne vais pas vous prendre délétion par délétion, je vais vous simplement dire que finalement, la région qui est la plus importante pour la survie et donc pour la répression génique, c'est cette région-là qui s'appelle la répétition A. Et comme attendu, c'est la région la plus conservée de l'ARN XIST. C'est la région qui est quasiment identique dans toutes les espèces qui en existent. Donc ça, c'est la région qui semble être essentielle pour l'inactivation des gènes, parce qu'en sa présence, vous voyez ici, on a une mortalité très importante, et en son absence, vous voyez ici, on a une survie de quasiment 100%. Et il y a d'autres régions qui ont été identifiées ainsi, qui sont importantes, par exemple, pour la décoration du chromosome. Donc, il y a plusieurs régions qui semblent être importantes pour sa capacité de décorer le chromosome X. Bon, voilà, c'était un début, un bon début. Et ça a permis de définir un peu plus qui était important, enfin, quelle région était importante pour XIST. Et on en était là, c'était en 2001, 2002, et voilà. Et on attendait tous, je vous avais montré. Alors, qu'est-ce qui fait que XIST fonctionne? Comment cet ARN peut fonctionner? Donc, c'était notre GRAL, on dit GRAL? GRAL, voilà. Et c'est là où les biochimistes et les généticiens ont pu vraiment attaquer la question. Je ne sais pas si c'était concerté, ils ont fait ça ensemble, mais en tout cas, 5 papiers sont sortis en un an qui ont attaqué les protéines qui peuvent agir avec XIST pour mettre en place l'inactivation du X. Donc ici, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, malheureusement. Peut-être une année, on va faire un cours que sur XIST, 9 heures sur XIST. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait des approches qu'on appelle protéomiques, où les chercheurs ont pris l'ARN et ils l'ont fixé de différentes manières avec ces protéines et ils les ont purifiées.
Différentes stratégies ont été utilisées, je vous les montre ici. Et puis, il y avait aussi des cribles génétiques, où les chercheurs ont créé des lignées où ils pouvaient voir si oui ou non les gènes du X étaient inactivés. Donc c'était fait avec des transgènes, donc ce n'était pas idéal, mais en tout cas, c'était une manière, des gènes rapporteurs, on va dire, c'était une manière de voir si oui ou non on arrive à inactiver le chromosome X. Et donc c'était cet ensemble de cribles et de génétique et protéomique qui ont convergé à toute une liste de protéines qui semblent être importantes. Et donc, ça, je voulais juste vous montrer, c'était l'étude dans laquelle nous étions un peu impliqués en collaboration avec le laboratoire de Howard Chang, où là, ils ont en fait utilisé une technique qui est relativement simple, en tout cas comme ça, mais je pense pas si simple à mettre en œuvre, où effectivement il y a un cross-link où ils fixent les cellules avec la formaldéhyde et puis ensuite ils cherchent les protéines RBP, RNA Binding Proteins, qui s'associent avec l'ARN d'intérêt qui est montré ici en rouge, qui est l'ARN XIST. Et ensuite, ils peuvent purifier en utilisant justement des oligobiotinylés. Ils peuvent les purifier sur les billes magnétiques et ensuite sortir les protéines qui étaient associées avec pour faire la spectrométrie de masse et d'autres approches. Alors, ce qu'ils ont fait qui était assez astucieux, c'était de prendre des lignées ES qui avaient soit XIST entier, soit délété pour la répétition A. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont pu distinguer entre les protéines qui sont importantes pour la répression génique. Donc voilà, je ne vais pas, comme je l'ai dit, rentrer trop dans les détails, mais ici, ça vous montre les différents types de protéines qu'ils ont sortis. Ils ont fait ça dans différentes situations, dans les cellules ES, avant ou après différenciation, des cellules aussi de différents types, trophoblastiques, etc., et avec ces mutants. Et en fait, ce qu'ils ont pu trouver, c'est qu'il y avait juste quelques protéines qui étaient spécifiques, qui n'étaient spécifiquement justement pas purifiées quand la région de la répétition A était absente. En tout cas, ils ont identifié plus que 80 protéines qui semblent être associées avec l'ARN XIST et, comme je l'ai dit, certaines protéines qui sont spécifiques de cette région A, en tout cas qui ne sont pas purifiées en son absence. Et donc ici, juste quelques exemples. Donc c'était une surprise, c'était assez inattendu. Bien sûr, quasiment toutes les protéines qui ont été pêchées sont des protéines qui ont la capacité de s'associer à l'ARN. Ça, ce n'était pas une surprise, puisque c'est comme ça qu'elles ont été pêchées. Mais, par exemple, la protéine qui semble être la plus importante et clé pour l'inactivation, SPEN, qui est un facteur assez énorme qui contient plusieurs types d'activités potentielles, qui peut s'associer avec des ARN, qui peut interférer avec l'épissage des ARN, qui peut s'associer avec des facteurs de la chromatine. Ce facteur, qui semble s'associer directement avec la répétition 1, il n'y avait aucun moyen autrement de prédire ça. C'est une énorme protéine et on n'aurait jamais pu, juste en regardant la structure de la protéine ou juste en regardant la structure de la répétition 1, dire ben voilà, ces deux vont ensemble. En tout cas, c'est clair que SPEN est absolument clé pour la mise en place de la répression génique. Et aussi d'autres facteurs inattendus, des facteurs qui sont importants pour la méthylation des ARN. Alors là, ça reste assez mystérieux, mais il semblerait que cette machinerie est aussi importante pour la mise en place de la répression génique. Et puis des facteurs polycomes. Comme attendu, on espérait qu'il y aura des facteurs polycomes, puisque je vous avais dit, ça fait partie des premières ou des signatures qui sont sur le X et aussi sans doute des premiers changements chromatiniens. Mais la surprise, c'était les complexes PRC1 plutôt que PRC2. Il y avait dans la littérature beaucoup de papiers qui suggéraient que c'était PRC2 qui était recruté directement par XIST. Pas du tout, c'est le complexe PRC1 et certains facteurs en particulier, cofacteurs en particulier. Et il y avait d'autres protéines qui semblent importantes, mais qui sont des protéines qui s'associent avec beaucoup d'ARN différents. Et ça, c'est un des points qui reste quand même à chercher un peu, c'est que toutes ces protéines peuvent s'associer avec d'autres ARN. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de leur recrutement au niveau de XIST?
Ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenant disséquer en jouant avec la génétique et la biochimie. Donc, des facteurs comme HNRNPK, qui semblent, et ça c'est des études récentes de Neil Brogdorf, qui semblent être un des facteurs qui est important pour recruter polycom via cette région ici, la répétition B. Et puis, il y a des protéines qui semblent importantes dans l'organisation nucléaire, comme le récepteur de la lamine B, donc l'enveloppe nucléaire. Et il a été proposé qu'effectivement, ces facteurs-là sont peut-être importants pour les rôles de XIS dans la mise en place de l'inactivation. Donc voilà un peu l'état des choses. J'avoue que là, je vous montre de manière très synthétique les études, toutes ces études génétiques et biochimiques. Mais en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui sont sortis de ces études, qui sont en commun, donc ça c'est rassurant, et qui semblent être les acteurs clés pour la mise en place de l'inactivation. Et voilà, donc ça c'est. Nous avons donc atteint notre Graal, mais est-ce que ça sera simple de décortiquer qui fait quoi? C'est plutôt une boîte de Pandore qu'on a l'impression d'ouvrir actuellement, mais ça fait beaucoup de travail pour tout le monde, donc c'est parfait. Voilà. Et puis, voilà, c'est juste d'autres dessins pour vous montrer les différentes actions éventuellement que les facteurs de XIS pourraient avoir. Donc, je parlais de Spen. Et lui peut sans doute être impliqué dans les changements chromatiniens au niveau du chromosome X, mais peut-être aussi via d'autres facteurs. Et ça, c'est quelque chose que plusieurs groupes, y compris le nôtre, nous sommes en train de chercher. La méthylation des ARN, qui est devenue une nouvelle mode, on va dire, mais en tout cas, il a été réalisé que les modifications ne touchent pas que l'ADN et les protéines comme les histones, mais aussi les ARN sont modifiés et que peut-être les facteurs recrutés par XIS jouent un rôle de modification de l'ARN, soit de XIS lui-même, soit des gènes qui sont ciblés. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait connu. Et puis, polycom, je vous avais parlé de cet recrutement de PRC1, et il semblerait que le rôle de XIS est de recruter PRC1 et peut-être ensuite PRC2 pour permettre la mise en place de la propagation de l'état inactif. Et enfin, un rôle éventuellement dans l'organisation nucléaire qui a été proposée en particulier par le laboratoire de Mitch Gutman. Donc voilà, ça c'est le résumé de ce que je viens de vous dire au niveau des rôles de XIS via les facteurs. Un des points que je voulais maintenant étudier un peu plus avec vous, c'est sa capacité de réorganiser le chromosome X au cours de l'inactivation. Et donc, le laboratoire de Gutman, il y a quelques années, a regardé par une approche qui s'appelle RAP, RNA Antisense Purification, où il regarde les régions du chromosome ou du génome avec lesquelles l'ARN existe s'associe, et ça peut être appliqué à d'autres ARN aussi. Et c'est là où il a pu montrer qu'effectivement, dès qu'on déclenche XIST, il y a certaines régions du chromosome X, et ça c'est le long du chromosome X que je vous montrais ici, qui sont plus enrichies par XIST. Au bout de quelques heures, on voit quelques régions, et ensuite, tout le chromosome semble être bien couvert. Il y a des régions qui sont un peu moins couvertes que d'autres, mais en tout cas, ça semble être un peu un tapis d'association. Et donc, la question c'est quels sont ces premiers sites d'association, comment XIST fait ce qu'il fait. Et ici, je ne vais pas vous expliquer ça en détail, mais en tout cas, en prenant des données de conformation de la chromatine qui ont été publiées auparavant, où on regarde le génome, je vous avais parlé de Hi-C tout à l'heure, la semaine dernière, et là je vais vous en parler encore tout à l'heure. Donc l'organisation du chromosome X actif, on le connaît, et il a été montré que l'ARN de XIST suit exactement les points d'association du gène à partir duquel il vient. Donc si on imagine le X étant comme une sorte de boule d'interaction, on peut même dire un bol de spaghetti, le gène XIST est dans une partie de ce bol. Et en fait, c'est les régions avec lesquelles il est associé en 3 dimensions qui vont être les premiers d'être associés avec son ARN. Donc c'est assez logique, mais en tout cas, ça a été montré que c'est le cas.
Et quand on regarde, voilà, je vous montre ça ici, et quand on regarde les gènes qui sont inactivés, et je vous avais parlé de cette étude il y a 2 semaines, nous avons pu montrer qu'effectivement les premiers gènes à être inactivés au cours de l'inactivation semblent être effectivement les gènes qui sont, on va dire, associés avec l'ARN exist en premier. Donc il semblerait que l'ARN exploite l'organisation tridimensionnelle du X pour déclencher l'inactivation, mais à quel point est-ce qu'il change cette organisation lui-même? Est-ce que l'ARN, une fois qu'il décore le chromosome X, il réorganise le X? Et donc, il y a plusieurs années maintenant, en 2006, Julie Chomey, qui est étudiante dans mon laboratoire, avait montré que au cours de l'inactivation du X, et si je vous montre l'ARN exist, est co-marqué avec immunofluorescence pour la polymérase 2, donc la machinerie de transcription, et vous voyez que l'ARN exist, il occupe une sorte de trou en pôle 2. Donc, pôle 2 ne peut pas rentrer ou ne semble pas rentrer dans la région qui est décorée par exist. Et Julie a pris des sondes qui détectent soit l'ARN des gènes, soit l'ADN des gènes, donc en faisant des hybridations in situ, soit de l'ARN, soit de l'ADN, soit des deux en même temps. Et puis, elle a pu montrer que au cours de l'inactivation, semble exclure cette machinerie de transcription, mais les gènes restent à l'extérieur. Les gènes sont toujours actifs à ces stades précoces et ils sont à l'extérieur d'exist. Ils sont en dehors de ce domaine d'exist. Donc même si exist semble couvrir tout le chromosome, en fait, les gènes ne sont pas tout de suite totalement enrobés par cet ARN. Et progressivement, avec les heures, en fait, ça se passe en quelques divisions cellulaires, on voit que ces gènes deviennent inactifs et rentrent dans le compartiment d'exist. Donc en fait, il y a un recrutement à l'intérieur de ce domaine. Les seuls gènes qui restent à l'extérieur, c'est les gènes qui échappent à l'inactivation. Donc on a fait tout ça avec des techniques de cytologie, donc en fait l'hybridation in situ. Ici je vous montre le gène en rouge, l'ADN, vous voyez qu'il est sur la périphérie, et ici je vous montre comment il va de l'extérieur du domaine d'exist à l'intérieur avec le temps, et les gènes, comme je l'ai dit, qui échappent restent toujours à l'extérieur. Donc tout ça c'était très bien, mais ça ne nous donnait qu'une vision très partielle de la manière que ça se passe. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé d'utiliser cette technique que j'ai décrite la semaine dernière de Hi-C, qui permet de regarder l'organisation des chromosomes au sein du noyau. Ça sur des populations des cellules. Et on a déjà parlé des compartiments et des domaines topologiques. Et donc les domaines topologiques qui sont présents sur tout le génome et qui semblent compartimenter le génome dans des régions des gènes qui pourraient éventuellement être corrégulés. Donc ces domaines topologiques qui font quelques centaines de kilobases, et puis les compartiments qui peuvent être soit actifs, soit inactifs, qui sont beaucoup plus grands. Donc nous avons appliqué cette technique au chromosome X en utilisant des cellules neuronales qu'on a dérivées à partir des cellules souches embryonnaires par différenciation, et ensuite on les a sous-clonées. Donc on a pris cellule par cellule et on les a mis dans des puits pour qu'elles poussent ensuite de manière seule, enfin en se multipliant de manière clonale. Et l'idée étant qu'au début de l'inactivation du X, de la différenciation, nous avons une inactivation qui est aléatoire. Soit le X rouge, on va dire, ou soit le X bleu va être inactivé. Donc l'autre va être exprimé, mais on a un mélange de cellules, c'est pour ça que nous sommes mosaïques. Et donc en fait l'idée était de pouvoir distinguer le X qui était actif du X qui était inactif en utilisant des cellules où on avait beaucoup de polymorphisme. Je vous avais déjà parlé des souris qu'on avait polymorphes il y a 2-3 semaines, où on a utilisé cette approche, et là je vous parle des cellules OS différenciées en cellules neuronales, en progénitrices, qui ont ensuite été sous-clonées. Et comme ça, avec ces sous-clones, on pouvait savoir quel était l'allèle actif du X et quel était l'allèle inactif en utilisant les polymorphismes qui sont présents. Donc ici encore, je vous montre ce que c'est le Hi-C. Donc on prend la population des cellules, on le fixe, on digère et ensuite on va marquer les extrémités et on va les liguer, et comme ça on peut identifier toutes les séquences qui étaient ensemble. Et ensuite on peut lire qui était avec qui en faisant du séquençage à haut débit.
Et on a fait ça en collaboration avec le laboratoire de Job Dekker qui avait inventé cette technique. Avant de vous montrer les résultats, je vous montre aussi ce qu'on a pu montrer en regardant les transcriptomes, les transcrits du X. On a regardé de manière allèle spécifique les gènes exprimés à partir du X actif, les gènes exprimés à partir du X inactif. Et ici, il s'agit de 4 clones indépendantes. Et 3 de ces clones, en fait, ont inactivé le X129 et n'expriment que le X-cast, le bleu. Et l'autre, c'est l'inverse. Et comme vous voyez, donc ici, c'est quand il n'y a que l'allèle 129 qui est exprimé, c'est en rouge. Quand c'est l'allèle que cast qui est exprimé, c'est en vert. Et quand c'est biallélique, c'est-à-dire quand les deux sont exprimés, c'est en noir. Et vous voyez que pour chaque clone, soit c'est globalement rouge, soit c'est globalement vert. Comme attendu, il y a un X qui est actif et l'autre qui est inactif. Mais, j'espère que vous voyez, il y a plusieurs régions qui semblent être noires. Et ça, c'est les régions bialléliques, où dans la même cellule, les deux allèles semblent être exprimés. Donc, nous savons qu'il y a des gènes qui échappent à l'inactivation, mais c'est beaucoup plus qu'attendu. Et effectivement, il y a même des régions qui semblent être des régions entières qui contiennent plusieurs gènes qui semblent se comporter comme ça. Donc, ces clusters, comme on les appelait, des gènes qui échappent de manière facultative, parce qu'en fait, ce n'est pas des gènes qui échappent dans tous les tissus, on va revenir sur ça plus tard, mais qui semblent échapper en tout cas dans ces cellules. Et donc, dans le laboratoire, nous avons regardé plusieurs situations différentes, les cellules neuronales comme ceci. On a aussi regardé dans les tissus extra-embryonnaires avec Catherine Corbel, et là aussi, on voit qu'il y a des régions qui semblent échapper. Parmi ces régions en cluster, il y en a plusieurs qui sont en commun. Donc voilà, c'était intéressant pour nous, encore plus intéressant, on va dire, parce qu'on avait beaucoup de gènes qui échappent et beaucoup de gènes qui sont silencieux, pour regarder comment ça s'organise en 3 dimensions. Et ici, je vous montre les 2 études qui ont vraiment essayé de décortiquer la manière que ça se passe. Donc, une première étude qui était faite par Elfej Nora dans mon laboratoire, c'est lui qui a découvert les ETAD, en fait. Et il n'a pas utilisé le RIC, il a utilisé une autre technique similaire, le 5C, mais qui est beaucoup plus limitée. Donc, on n'a pas pu avoir l'information allèle spécifique avec cette technique, mais il a quand même remarqué dans son papier qu'effectivement, le X inactif n'avait pas la même structure que le X actif. Et puis, quelques années plus tard, nous avons fait cette expérience plus importante avec le RIC. On a pu regarder tout le chromosome X de manière allèle spécifique, et ça, c'est avec Luca Giorgetti, qui était postdoc dans mon laboratoire. Et ici, je vous montre de manière très succincte le message global, qui est que, d'abord, le message inattendu, c'était que le chromosome X est organisé de manière assez originale, on va dire. Il est organisé en 2 mégadomaines. Ici, vous voyez la carte Hi-C du X inactif, et ici, c'est la carte Hi-C du X actif. Donc, on a séparé le X actif du X inactif, et je vous les montre côte à côte. La résolution que nous avons, c'est environ 500 kilobases. Et vous voyez que le X inactif, il montre 2 grands domaines d'interaction privilégiée qui couvrent plusieurs dizaines de mégabases, alors que le X actif, il n'a pas ces grands domaines. Par contre, il a plein de petits tas que vous voyez ici sur le diagonale, et il a aussi des compartiments, comme attendu, comme le reste du génome. Le génome qui, lui, est actif, inactif, mais pas globalement inactif. Donc le X inactif semble avoir une organisation assez particulière. Et quand on regarde aussi par hybridation in situ, on le voit bien, en prenant des sondes qui sont d'une part et l'autre de cette région frontière, on va dire, entre ces mégadomaines, on voit que le X inactif, il est bien séparé. On voit ici, c'est la région, on va dire, rouge, ici, c'est la région verte. C'est les sondes qui étaient dessinées autour de cette région, ici rouge et ici vert. Alors que le X actif, lui, il est beaucoup plus mélangé. Il ne ségrège pas ces 2 régions-là. Donc, nous avons fait le RIC dans ces cellules. On a aussi regardé les transcriptomes, comme je vous avais dit. Et on a aussi utilisé la technique d'attaque sec que j'ai présentée la semaine dernière aussi pour regarder l'accessibilité de la chromatine. Et ici, vous voyez la carte attaque sec et RNA sec du X actif. Et en bas, l'attaque sec et l'RNA sec du X inactif.
Et bien sûr, il y a beaucoup plus de transcrits et de chromatine ouverte sur le X actif que sur le X inactif. Par contre, vous voyez qu'il y a certaines régions qui semblent bien être exprimées sur le X inactif, comme je l'ai dit, c'est ces régions qui semblent échapper à l'inactivation, et elles sont associées aussi avec une chromatine ouverte, comme vous voyez ici. Et donc, quand on regarde un peu plus comment ces régions se présentent, en fait, donc ici c'est un zoom, on voit un peu plus précisément, avec une résolution de 250 kilobases, on voit ici sont les TAD du chromosome X actif et ici le X inactif. Et quand on regarde de manière plus précise, on voit qu'effectivement, ici c'est le X actif, pardon, j'aurais dû l'inverser, ça c'est le X actif comme ça. Et ça, c'est le X inactif comme ça, là. Et sur le X inactif, vous voyez, il n'y a quasiment pas de TAD. Il y a une absence de TAD, il y a une absence d'organisation locale. Donc ça, c'était la chose, mise à part les mégadomaines, qui était peut-être la plus frappante dans la manière que le X inactif s'organise. Il n'a pas ces domaines topologiques, sauf certaines régions, et ce sont précisément les régions qui échappent à l'inactivation. Et donc, ces régions peuvent mesurer plusieurs centaines de kilobases. Ici, je vous montre une région en particulier, parce que je vais revenir sur cette région dans un instant. C'est la région qui contient un gène sur le X qui s'appelle MSCP2. MSCP2 et d'autres gènes semblent être tous exprimés à partir du X inactif, au moins dans ce clone en particulier. Et toute la région semble être organisation en ce domaine topologique. Alors que sur le X actif, vous voyez que tout le X semble être organisé en domaine topologique et par ailleurs, le domaine qui contient MSCP2 sur le X actif est beaucoup plus grand. Donc, ça montre qu'effectivement, le X inactif a une organisation très particulière avec ces deux méga ou super domaines et une absence globale de domaine topologique. Donc, c'est très différent de ce qu'on a vu pour C. elegans la semaine dernière, où je vous avais vu que là, les deux X montrent des domaines topologiques justement quand il y a compensation de dose. Ici, chez les mammifères, on voit une absence de domaine topologique, sauf pour les régions qui semblent être exprimées. Et nous avons aussi des situations, et ça je ne vais pas rentrer dans les détails, on a des mutants ou d'autres clones MPC neuronales où les régions qui échappent n'échappent pas. On peut avoir des clones où il n'y a plus d'échappement. Ici, je vous montre un. Ici, vous voyez, il n'y a pas d'expression de MSCP2, ni de toute cette région-là. Alors là, on ne voit plus du tout cette organisation en TAD. Donc, il semblerait que cette organisation en TAD est très liée avec cette capacité d'échapper. Donc voilà, je vous montre ça de manière très schématique. Le X active avec ces TAD, comme vous voyez ici, ces pelotes d'organisation, organisés en compartiments plutôt actifs-inactifs, comme notre autosome. Et là, le X inactif, lui, il a beaucoup moins de TAD, c'est beaucoup plus aléatoire, l'organisation locale. Et il y a cette séparation en deux mégadomaines qui semblent être gérés par une région très, très intéressante qui s'appelle DXZ4, qui est une macrosatellite et dont je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup plus aujourd'hui. Mais il semblerait que cette région pourrait influencer la capacité de certains gènes d'échapper. Et les régions qui échappent montrent ces domaines topologiques et comme je vous avais montré tout à l'heure, certainement sont à l'extérieur du compartiment décoré par XIST. Donc voilà, on voit que, et je ne l'ai pas montré, mais je vous le dis, que quand on prend des mutants de XIST qui ne sont plus capables de faire l'inactivation d'X, en fait, qui manquent la région A, on voit qu'effectivement, il n'y a pas cette organisation particulière qu'on voit ici. Par contre, si on prend une cellule somatique qui a déjà un X inactif, qui est organisée comme ça, et on délexiste dans ces cellules, les gènes ne vont pas se réexprimer. Je vous avais déjà dit ça tout à l'heure. Hein. Si on prend les cellules plus tard dans la différenciation, c'est irréversible. Donc, si on délexiste, les gènes ne se réactivent pas. Par contre, le chromosome semble reprendre une organisation qui ressemble plus à l'X actif.
Alors, la méthode qui a été utilisée n'était pas tout à fait la même, ce n'était pas du Hi-C qui a été fait, donc ça doit être répété, mais en tout cas, ça montre que l'ARN existe, il a vraiment plusieurs rôles, il affecte l'expression des gènes et l'inactivation des gènes, il recrute aussi des facteurs qui vont changer l'état chromatinien, et il semble avoir aussi un impact sur l'organisation tridimensionnelle du chromosome X inactif. Alors, qui est important pour qui? Vous êtes en train de vous dire, mais alors qu'est-ce qui est important? Mais je vous dis que nous ne savons pas encore. Donc, ici, je vais vous mettre un résumé un peu de ce qu'on sait sur l'inactivation du X, les gènes qui se répriment et les gènes qui échappent. Et ça me fait mon transition à tout ce qui est neurologique. Donc, les gènes qui sont actifs, je vous avais déjà montré ce type de schéma, sont associés avec des marques actives de la chromatine, avec des facteurs de transcription, avec la polymérase qui est en train de les transcrire. Quand XIST arrive et déclenche l'inactivation, nous voyons une perte de l'expression ou de la présence de facteurs de transcription et de pôle 2. Il semble. Nous ne savons pas encore exactement quelle est la cinétique des marques chromatiniens qui sont changées. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier actuellement. Mais nous savons quels sont les facteurs qui sont importants. Et donc, en fait, l'ARN va recruter ces facteurs pour déclencher le silencing. Et SPEN en particulier, nous avons pu le montrer au laboratoire. Un étudiant dans mon labo qui s'appelle François Dessin est en train d'étudier SPEN. Et il semblerait qu'effectivement, SPEN est absolument essentiel pour la mise en place de la répression génique au niveau du chromosome X sur tous les gènes qui sont affectés. Mais ces premières étapes semblent être suivies par certaines étapes chromatiniennes, le recrutement des facteurs de répression polycom. Il semblerait, en tout cas quand on regarde par immunofluorescence, semblerait être un peu plus tardif. Il y a une perte des marques actives et un recrutement des marques, on va dire, inactives un peu plus tard. Cet ordre de choses reste à définir à une manière plus fine avec l'immunoprécipitation de la chromatine, mais en tout cas, il semblerait que ces marques de maintenance arrivent après. Ça colle avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, où il faut XIST au départ, et si on reverse trop tôt, en fait, les gènes se réactivent, mais si XIST reste suffisamment longtemps, là, on commence à recruter la machinerie épigénétique qui commence à figer l'état inactif, y compris avec la méthylation de l'ADN qui arrive un peu plus tard. Mais la question est plus complexe parce qu'il y a des gènes qui arrivent à éviter ce processus complètement, les gènes qui échappent à l'inactivation, je les ai déjà mentionnés, mais il y a des gènes qui arrivent à totalement éviter l'inactivation, en tout cas plus ou moins. Ils sont actifs partiellement tout au long du processus. Donc il y a des gènes qui semblent être conservés dans leur capacité d'échapper. Je vais revenir sur ces gènes plus tard, donc JARID1C, UTX. Et il y a, maintenant nous le savons, d'autres gènes qui semblent être capables de se réactiver sur le chromosome X après son inactivation. Et c'est ces gènes-là dont je vous avais parlé tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y a des clusters de gènes qui semblent échapper à l'inactivation. Très souvent, ce sont des gènes qui échappent de manière facultative. Ils sont inactivés d'abord et ensuite ils sont réactivés. Alors, comment les gènes échappent? Ça, c'est une des grandes questions. Est-ce qu'il y a des facteurs de transcription spécifiques qui permettent leur expression malgré XIST? Ou est-ce que c'est un état chromatinien? Est-ce que c'est leur capacité de pouvoir sortir de ce domaine de XIST? Ça, c'est une série de questions. Et pour ces gènes facultatifs, comment on arrive à effacer, à enlever ces marques épigénétiques qui, par ailleurs, dans des cellules somatiques, peuvent être très, très difficiles à reverser. Donc, en fait, peut-être qu'il y a des acteurs dédiés pour cette réexpression facultative. Et bien sûr, la grande question, c'est est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire pour quelque chose? Ou est-ce que c'est juste un accident? Ou est-ce que ça peut être même mal, ça peut être mauvais de réexprimer ces gènes? Donc, je vais parler beaucoup plus de ça à la suite du topo et puis aussi la semaine prochaine. En tout cas, juste pour votre information à ce stade-là, nous avons quand même montré que certains de ces gènes facultatifs, comme je l'ai mentionné, MSCP2, mais d'autres gènes aussi, nous avons pu montrer in vivo qui semblent aussi échapper. Et je vais revenir sur ce point dans quelques diapos.
Un point quand même, et c'est important, ça va revenir comme thème, c'est que ces gènes qui échappent sont souvent impliqués dans des fonctions de la chromatine. Donc ça, c'était un peu une surprise pour nous parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles ces facteurs chromatiniens doivent échapper justement parce que dans des cellules qui ont 2X et en particulier un X inactif, ces cellules ont un besoin particulier peut-être de gérer l'hétérochromatine, soit de la reprogrammer, soit pour réactiver le chromosome X entier. Et il y a une histone déméthylase UTX, c'est un gène qui échappe de manière très efficace à l'inactivation. Et peut-être cette histone déméthylase est importante pour reprogrammer le X inactif. Et donc il faut une double dose pour pouvoir justement gérer, on va dire, ce bagage du X inactif dans une cellule femelle. Et puis d'autres facteurs aussi, Jaridin C, c'est une autre histone déméthylase qui a peut-être un rôle dans le déclenchement de l'hétérochromatine, et ATRX qui est un remodeleur de l'hétérochromatine et qui pourrait aussi être important. Donc est-ce que l'échappement pourrait avoir un rôle? En tout cas, voilà, ça c'est pour vous montrer chez l'humain, il y a certains gènes qui échappent à l'inactivation qui sont conservés entre hommes et souris, et maintenant les chercheurs ont regardé d'autres espèces et trouvent qu'ils sont conservés aussi ailleurs. Donc ce sont les gènes qui sont montrés en bleu ici. Donc certains de ces gènes qui échappent ont un homologue sur le chromosome Y. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils échappent. Ils restent en double dose, que ce soit un homme qui a un X et un Y ou que ce soit une femme qui a 2X. Donc, il ne faut pas avoir une compensation de dose pour ces gènes parce qu'ils sont présents en deux copies. Mais il s'avère que la plupart des gènes, en fait, n'ont plus un homologue sur le Y. Et en plus, s'ils ont un homologue sur le Y, il n'est pas exprimé au même moment ou au même niveau que sur le X, comme s'ils sont en train de diverger dans leur fonction. Donc ça, c'est un point important. Comme je l'ai dit, cet échappement qu'on voit de certains gènes peut-être est accidental, peut-être c'est que l'épigénétique, les marques épigénétiques ne sont pas aussi efficaces et les gènes peuvent se retrouver réexprimés dans certaines cellules ou certains tissus, et alors ce n'est pas très grave. Ou c'est peut-être important pour certains processus, comme je l'ai dit, vu qu'il y a 2X et en particulier un X inactif, peut-être ils ont un rôle. Le point qui est important est que ces gènes qui échappent pourraient être vraiment l'explication des problèmes de dosage qu'on voit dans des aneuploïdies des chromosomes sexuels et aussi dans différentes pathologies qui maintenant commencent à être étudiées de manière beaucoup plus fine, que ce soit des maladies métaboliques, immunitaires ou neurologiques. Peut-être ces gènes qui échappent jouent un rôle en fait dans ces types de maladies. Donc je vais toucher sur le sujet aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus la semaine prochaine. Et ici, je voulais juste vous montrer que les chercheurs ont regardé dans différents types cellulaires les gènes qui échappent. Donc ici, c'est le cerveau. Ici, mais le cerveau de manière un peu grossière, donc pas des régions particulières du cerveau. Ici, c'est des cellules dérivées de reins, et ici, c'est les cellules extra-embryonnaires du trophoblaste. Et on voit qu'il y a des régions qui échappent dans tous les cas, et puis d'autres régions qui semblent échapper de manière plus spécifique, pas du tout dans le cerveau, et plus dans d'autres types cellulaires. Donc, il semble être une variabilité dans cette capacité d'échapper, sauf pour certains gènes, ce que j'appelle constitutifs, et ceux-là, il n'y en a qu'une dizaine. Mais les autres semblent être beaucoup plus variables. Donc pour étudier cette variabilité, maintenant nous avons enfin les technologies qui nous permettent de regarder l'état d'expression ou de répression des gènes à l'échelle du chromosome entier et dans différents tissus. Donc je suis désolée, je réalise que c'est très difficile à lire ici. En tout cas, un papier est sorti très récemment où ils ont regardé avec 3 stratégies différentes l'expression à partir du X, soit en regardant la différence entre des femelles et les mâles, le niveau d'expression des X entre des femelles XX et les mâles XY par RNA-seq, soit en regardant des femmes, quelques femmes qui existent où il y a un billet d'inactivation qui est quasiment 100%, où il y a toujours le même X qui est inactivé. On va revenir sur ce sujet plus tard, mais ça peut arriver même assez fréquemment. Donc ça permet de vraiment regarder l'état du X actif par rapport au état du X inactif.
Et puis une troisième stratégie qui est de plus en plus utilisée maintenant, c'est en regardant les simples cellules, en isolant les cellules, cellule par cellule, dans différents tissus pour regarder l'état d'expression des gènes sur le X actif et sur le X inactif. Donc les chercheurs ont fait ça sur plusieurs tissus. Je pense que 27 tissus différents ont été regardés et sur beaucoup d'échantillons de personnes, d'individus. Et ici, je vous montre juste une région du chromosome X. Ici, c'est le chromosome X entier, humain maintenant. La région pseudo-autosomale qui est pareille entre le Y et le X, dont je vous avais déjà parlé, donc c'est cette région, une des régions qui est préservée quasi identique. La grande surprise, c'est que quand on regarde avec cette approche-là, on compare chez l'homme et chez les femmes, on voit que globalement, en bleu, c'est une expression qui est plus mâle que femelle. Et on voit qu'effectivement, il y a plus d'expression de ces gènes dans la région pseudo-autosomale chez les hommes que chez les femmes. Donc ça veut dire qu'effectivement, la copie sous le Y semble être plus capable d'être active que la copie sous le X inactif chez les femmes. Et si on regarde d'autres régions, globalement, quand il y a une expression qui est équivalente, c'est blanc ou gris. Et quand on voit une expression qui est plus importante chez les femmes, c'est rouge. Et vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup de régions qui semblent échapper à l'inactivation. Donc il y a plusieurs régions qui montrent ce biais femelle d'expression. Et ça varie entre les tissus et entre les individus. Donc ça aussi, c'était une grande surprise. On voit qu'effectivement, il y a une expression qui est différente entre différents individus et entre différents tissus. Et ici, ça, moi j'adore cette diapo, c'est la possibilité de regarder tous les gènes du chromosome X, de regarder leur expression dans tous les tissus et dans plusieurs individus. C'est magique. Pour vous, c'est peut-être totalement abstrait, c'est de l'art presque, mais pour les gens comme nous qui depuis des années étudient un gène par gène, ici on peut regarder tout. Donc ça c'est tout le chromosome X et l'expression des gènes que vous voyez, enfin que vous voyez pas, mais en tout cas voilà les gènes en ordre. Et vous voyez qu'effectivement il y a cette région pseudo-autosomale qui elle semble être plus exprimée chez les hommes que chez les femmes. Et puis toutes les régions en rouge sont les régions qui montrent une expression plus importante chez les femmes, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de variations entre les tissus, donc des tissus qui montrent plus ou moins d'expression biallélique. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà suspecté, mais là, il a été montré formellement. Et ici, je vous montre le gène dont je vais parler plus tard, c'est MSCP2, et qui montre aussi un pattern, un profil différent. Ici, vous ne voyez pas tous les tissus, mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de tissus différents qui sont regardés. Donc là, pour terminer sur ce point-là, on voit qu'il y a un échappement qui varie d'un tissu à l'autre pour certaines régions du chromosome X. Alors pourquoi? Ça, c'est la question. Mais à quoi c'est lié aussi? Est-ce que ces profils différents d'hétérochromatine facultative dont j'ai parlé semblent importants, ou est-ce qu'il s'agit d'autres phénomènes comme ce que j'ai mentionné tout à l'heure? Est-ce que la capacité de certaines régions de former ces TAD sur le X inactif, ou est-ce qu'il y a des facteurs de transcription spécifiques qui vont réveiller certaines régions? Tout ça, ça reste à découvrir, mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas eu de lien fait directement entre le profil chromatinien précis de ces régions qui échappent et le statut du X inactif dans les tissus regardés, parce qu'en fait, tout simplement, les chercheurs n'ont pas encore regardé toutes les marques épigénétiques dans ces tissus. Même s'ils ont regardé la transcription, on ne peut pas tout faire de manière allèle spécifique. Regarder la chromatine est beaucoup plus délicat et coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc ici, je pense que j'ai déjà montré cette diapo plusieurs fois, mais en tout cas, j'aime beaucoup ça. C'était quelque chose qui était déjà suspecté, effectivement, que les gènes échappent. Et en fait, ça, c'est la couverture du journal Nature, quand Hunt Willard, qui a été un des premiers à découvrir cette variabilité d'échappement des gènes sur le X, a publié le papier qui a montré qu'effectivement, il y a jusqu'à 25% des gènes du X qui ont la capacité d'échapper à l'inactivation. 10% de ces gènes font ça de manière constitutive et 15% varient d'un individu à l'autre, d'un tissu à l'autre. Et donc, il a fait cette citation qui est que toutes les femmes
enfin, on est tous différents, évidemment, mais que les femmes sont encore plus différentes. Voilà. Donc, quelles sont les conséquences de ce mosaïcisme sur notre physiologie, notre comportement, sur des pathologies? Et c'est là où je rentre dans la partie neuronale. Je commence avec un papier que je trouvais très, très important, très intéressant et inspirant il y a quelques années du laboratoire de Jeremy Nathans, où ils ont créé des souris avec des marqueurs sur le chromosome X associés à un gène de ménage qui s'exprime dans tous les tissus, HPRT, et qui est important dans toutes les cellules. Et ils ont créé des locus HPRT qui expriment soit une version rouge du gène, soit une version verte du gène. Et donc, avec l'inactivation du X aléatoire, normalement, nous allons nous retrouver avec une mosaïque de cellules rouges et vertes. Le gène HPRT n'échappe pas du tout. Je vous dis ça tout de suite, ce n'est pas un gène qui échappe. Et d'ailleurs, dans ce papier, ils n'ont pas trouvé beaucoup d'évidence d'échappement, mais ils n'ont pas fait aussi les analyses, je dirais, aussi approfondies que le papier que je viens de vous montrer, qui était beaucoup plus récent. Mais en tout cas, ça leur a permis de regarder les profils, le mosaïcisme d'inactivation du X in vivo chez les souris. Et tout d'abord, vous voyez ici, il s'agit des nouveau-nés qui sont issus d'un croisement qui sont, donc, on va dire, hétérozygotes pour ces gènes étiquetés. Donc, ils ont l'allèle rouge et vert. Et vous voyez ici, c'est des souriceaux qui sont presque comme des clones, parce que génétiquement, ils sont quasi identiques à part ça. Et il y a beaucoup de variations dans leur peau, dans le degré de rouge et de vert. Donc ça vous montre le degré de mosaïcisme, de variabilité que nous trouvons entre les individus grâce à l'inactivation du X. Et ici, je vous montre aussi un embryon. Ici, c'est la partie embryonnaire qui est donc bien mosaïque. Et ici, c'est la région extra-embryonnaire. Et si vous avez bien suivi mes cours, je vous avais déjà dit il y a 2-3 semaines qu'il y a l'inactivation soumise à l'empreinte. C'est toujours le X paternel d'abord. Ici, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de cellules vertes. C'est parce que le X vert était le X paternel qui était bien inactivé. Par contre, ici, dans l'embryon, vous voyez un magnifique mosaïque. Ici, c'est la partie de la tête de l'embryon où vous voyez un mosaïcisme assez, on va dire, homogène dans son degré de hétérogénéité. Je ne sais pas si on peut dire ça. Bon, en tout cas, dans ce papier, ils ont pu montrer qu'effectivement, entre individus, il y a beaucoup de différences. Donc, le mosaïcisme crée beaucoup de diversité entre individus, mais au sein d'un individu, le mosaïcisme des différents tissus, ils ont regardé chaque tissu et ils ont conclu que ça dépend de plusieurs choses. Bien sûr, ça dépend du ratio de nombre de cellules fondatrices de ces tissus ou organes par rapport aux cellules adultes. Ça dépend aussi où le choix a été fait, parce que le choix de quel X va être inactivé est fait, je vous le rappelle, autour de, on va dire, jour 5. Donc, c'est quand il y a quelques, on va dire, centaines de cellules, l'inactivation aléatoire commence chez la souris. Et donc, c'est le ratio de cellules fondatrices de l'organe par rapport aux cellules adultes. C'est aussi le moment et le degré de migration cellulaire au cours du développement. Les cellules ne restent pas toujours ensemble, évidemment, et donc il peut y avoir une migration plus ou moins importante, et pour le cerveau, ça c'est particulièrement important aussi. Et puis aussi, et pas dans ce cas-là parce que les gènes sont identiques, mais chez l'humain en tout cas, et dans des souris qui sont plus polymorphes, on peut avoir une contre-sélection contre un X plus qu'un autre, parce que l'allèle du gène sur ce X va être moins favorable. Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Et ici, voilà l'image que je trouve absolument étonnante de ce papier, où ils ont fait des coupes de cerveau de ces souris, et voilà un cas, et les autres étaient différents au niveau du cerveau. Et ici, vous voyez une section coronale, donc ça c'est 30 jours après naissance, et vous voyez qu'un côté du cerveau exprime plutôt le X, on va dire paternel, le vert, et l'autre côté, le X maternel, rouge. Donc vous voyez que, mesdames, parfois, on peut avoir des situations assez remarquables dans le cerveau de mosaïcisme qui est extrême. Mais dans la plupart des cas, il y a beaucoup plus de mélange. Mais c'est beaucoup plus fin et ces chercheurs sont vraiment intéressés par ça. Quel est le degré de mosaïcisme
et de mixité, de migration et de mélange des cellules au cours du développement du cerveau et quel est l'impact que ça peut avoir sur le fonctionnement du cerveau. Et ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ils ont regardé différentes parties du cerveau. Ils ont vu qu'il y a plus ou moins de mosaïcisme pour certains types cellulaires neuronaux. Et en particulier, ils ont fait de la modélisation en disant, ben voilà, si on a des ensembles de neurones qui sont soit toujours d'un type, soit rouge, soit vert, quand il s'agit d'un mâle, par exemple, ou pour les autosomes où dans chaque cellule, les deux allèles sont exprimés, donc là, on ne parle pas du X, ou pour le X, où c'est soit l'un, soit l'autre qui est exprimé. Et ils ont pu proposer, alors je ne sais pas à quel point ça a vraiment été testé, mais en tout cas que ces ensembles où on a un mélange de cellules qui sont, on va dire, biochimiquement différentes, parce qu'ils expriment soit un allèle, soit l'autre, donnent un degré d'amplitude de réaction à des stimulus qui est beaucoup plus important, beaucoup plus varié que tous les autres scénarios. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce degré de mosaïcisme pourrait avoir vraiment un impact sur le fonctionnement du cerveau au niveau, par exemple, si ici, au lieu de dire qu'il s'agit d'un gène de ménage rouge ou vert, ça pourrait être un neurotransmetteur, par exemple. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y a beaucoup plus de variations qui est possible dans cette situation. Donc, je résume un peu leur conclusion, c'est qu'il y a des différences en fonction du type cellulaire dans le degré de mosaïcisme, en tout cas dans le cortex. Il y a aussi un mosaïcisme, par exemple, dans la vasculature, donc ça c'est aussi intéressant d'imaginer qu'effectivement le degré d'irrigation, on va dire, des différentes régions peut être différent en fonction du X actif ou inactif, et ça peut être aussi mosaïque. Et puis, cette possibilité de créer de la diversité avec l'inactivation du X peut créer quelque chose qui donne des possibilités fonctionnelles beaucoup plus importantes. Donc chez les femelles, il peut avoir, on peut imaginer, une sélection justement pour ce type de diversité. Donc les gènes qui sont sous le X pourraient justement jouer des rôles importants et donc l'évolution peut travailler justement avec ce type de base. Je ne sais pas si j'étais claire là, mais en tout cas ça peut être utile qu'on a des femmes et qu'elles sont mosaïques pour pouvoir développer des nouvelles façons d'utiliser nos allèles. Voilà. Et puis, effectivement, l'inactivation du X, ça touche la moitié de la population. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ces 4% des gènes qui sont les gènes du X pourraient être vraiment des gènes importants pour générer les différences dans les fonctions du cerveau au cours de l'évolution. Et pourquoi il y a autant de gènes sous le X qui sont exprimés dans le cerveau et qui ont un impact, ça, c'est vraiment la thématique que je souhaite développer maintenant. Mais avant, je voulais aussi vous rappeler que même si j'ai surtout parlé de cette situation-là où on a un mosaïcisme qui est influencé par la migration cellulaire, on peut avoir aussi des biais très importants dans l'inactivation du X, qui peuvent être dus soit à des événements primaires, on va dire, qui influencent la manière que l'allèle existe, va être exprimé à partir d'un allèle ou l'autre. S'il y a un polymorphisme dont le gène existe, il peut y avoir un allèle qui est beaucoup plus efficace ou qui se déclenche de manière plus efficace que l'autre. Donc on peut se retrouver dans des situations où il y a une inactivation totalement non aléatoire. On peut aussi avoir des biais importants qui sont primaires, mais la plupart du temps, ce qui est vu dans la population, en tout cas chez l'humain, c'est qu'il y a des biais, mais qui sont secondaires. C'est suite à la mise en place d'inactivation aléatoire qu'il y a des processus de sélection, soit effectivement une perte de croissance cellulaire quand certains allèles sont sous le X actif, soit un avantage d'un autre allèle pour prendre le dessus. Donc voilà, il faut garder ça en tête quand je vous parle de toute la suite. Donc les différentes mutations, ou on peut même dire des variants, il ne s'agit pas forcément d'une mutation qui est dans un gène, dans la partie codante. Ça peut être juste un polymorphisme qui se retrouve loin d'un gène, mais qui influence le moment ou le degré auquel il va être exprimé, dans des régulateurs des gènes. Et donc, en fait, des mutations ou des polymorphismes dans ces régions peuvent influencer l'efficacité de croissance cellulaire, différenciation, participation à l'organogénèse, et donc on peut se retrouver très facilement avec
des biais importants et qui peuvent être parfois au contraire à ce qu'on imagine. On peut avoir une mutation très néfaste pour l'organisme et une femme peut être touchée quasiment à 100%. Pourquoi ça n'a pas été contre-sélectionné? Mais c'est souvent parce que si on va dire l'impact néfaste arrive ou se voit très tardivement, par exemple comme la dystrophie musculaire, là où c'est qu'au moment où effectivement les muscles sont en place et donc c'est trop tard pour contre-sélectionner ça au cours du développement. Mais il peut y avoir une autre mutation ailleurs sur le chromosome, sur l'autre chromosome X, qui est contre-sélectionné lui plus tôt. Et lui, on ne le voit pas parce qu'il a été contre-sélectionné. Donc, enfin, contre-sélectionné, la mutation est toujours là, mais c'est toujours le X inactif. Alors que le X actif, lui, il porte une mutation, mais qui se voit plus tard. Voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, je voulais quand même dire quelques mots sur l'implication de l'inactivation dans les maladies liées à l'X, évidemment. Donc, j'ai déjà touché un tout petit peu sur ces aspects-là. Donc, comme vous avez réalisé, je pense, avec l'évolution de nos chromosomes sexuels, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gènes sur le X qui sont en état haploïde, on va dire, chez l'homme, mais sont en état diploïde, mais avec ce mosaïcisme cellulaire chez les femmes. Donc, les mutations chez les hommes sont tout de suite ou peuvent être tout de suite visibles chez les mâles, mais chez les femelles, chez les femmes, on peut avoir une mutation, on peut être porteuse sans qu'il y ait des symptômes associés, mais on peut transmettre cette mutation à nos fils. Et par contre, à nos filles, elles peuvent aussi ne pas être affectées grâce au fait qu'il y a 2X et qu'il y a cette inactivation aléatoire. Mais comme je viens de le dire, on peut avoir des biais importants qui peuvent être complexes quand on arrive au stade, on va dire, où on regarde cliniquement ce qui s'est passé, et il peut y avoir des biais d'inactivation dans un sens ou dans un autre. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gènes liés à l'X qui semblent être exprimés dans le cerveau. Et le constat est qu'il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués dans les retards mentaux. Alors, il est plus d'actualité, c'est plus politiquement correct de dire retard mental. Donc, maintenant, on a changé. On dit X-linked intellectual disability, déficience intellectuelle. Et il y a beaucoup de gènes, effectivement, sur le chromosome X qui semblent être impliqués dans ces déficiences intellectuelles. Et un des premiers qui a été étudié à profondeur, c'est le syndrome du X fragile, qui a été remarqué parce que justement il est associé à quelque chose de cytologique, c'est-à-dire une cassure, une fragilité au niveau du chromosome X qui a lieu justement à côté d'un gène qui est le gène impliqué dans ce syndrome. Donc, ce syndrome est associé à un autisme et à une déficience intellectuelle. Il y a aussi d'autres symptômes qui sont listés ici. Et donc, c'est une des formes d'autisme et de retard mental les plus fréquents. Et il s'agit en fait c'est très intéressant, c'était un des premiers cas où il a été vu qu'effectivement, il y a des répétitions des trinucléotides qui peuvent être plus ou moins amplifiés et qui sont, eux, ciblés par une méthylation et donc qui sont à côté du gène FMR1. Donc, et je voulais aussi mentionner le fait que c'était Jean-Louis Mandel, qui était professeur au Collège de France ici et que certains d'entre vous ont sans doute écouté, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est toujours très actif au niveau de sa recherche. Et donc, en fait, c'était lui qui avait permis la découverte de ces gènes FMR1 et ce qui est associé avec cette amplification et instabilité de cette région. Donc, cette trinucléotide qui devient anormalement amplifié et qui devient méthylé et semble être responsable de l'extinction transcriptionnelle de ce gène. Alors ce gène est important à plusieurs niveaux, même s'il n'est pas toujours totalement compris à quel niveau il agit, mais il semblerait qu'il a un impact clair sur le comportement, aussi sur la capacité d'avoir un comportement visuo-spatial
Et la protéine, maintenant, nous savons, est important pour la traduction de certaines protéines. Donc, la protéine de FMR1 s'appelle FMRP et semble être important pour la traduction des protéines dans certains types de synapses dans le cerveau. Et tout récemment, il y a eu un papier qui étudie ça de manière plus précise pour voir quelle est la base pathologique de l'impact de ce X fragile et la répression des FMR1. Il semblerait que c'est une incapacité de pouvoir gérer, alors je ne sais pas comment on dit discharge en français, mais en tout cas les réseaux neuronaux ensemble doivent se comporter d'une certaine façon et il n'est pas au niveau de chacun des neurones qu'il y a un problème, mais probablement que dans l'ensemble, il y a des problèmes de fonctionnement. Et donc, en fait, on commence juste à comprendre comment cette protéine et l'absence de cette protéine pourrait avoir un impact sur cette maladie. Et c'est une des premières, comme je l'ai dit, qui a été découverte. Et même si nous savons quel est le gène et nous savons quelle est sa manière d'être inactivée, comprendre exactement comment cette maladie a lieu reste toujours un grand défi. Mais il y a beaucoup d'autres gènes qui sont sous le X, qui sont aussi impliqués dans les maladies de déficience intellectuelle. Et ici, je vous montre, c'est d'il y a plusieurs années, donc il y a sans doute d'autres gènes qui ont été rajoutés à cette liste. Alors, on va revenir sur les raisons, on va dire, enfin, les spéculations au cours de l'évolution du pourquoi il y a autant de gènes qui sont impliqués dans les déficiences intellectuelles sur ce chromosome X. Mais en tout cas, je voulais vous parler un tout petit peu du gène que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure, MSCP2, parce que MSCP2 semble être responsable, lui aussi, en tout cas sa mutation, d'une des formes aussi de maladie d'autisme, le syndrome de Rett. Et donc là, c'est un cas un peu différent de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, où les femelles n'ont pas forcément de symptômes. Donc comme par exemple le X fragile, la plupart des femmes sont porteuses mais ne montrent pas un effet, sauf s'il y a effectivement un mosaïcisme qui est très biaisé. Mais dans d'autres cas, et MSCP2 c'est un de ces cas, une mutation chez les mâles, chez les hommes est en fait létale très, très, très tôt. Et les femmes ou les filles ont des symptômes très, très sévères. Et donc c'est un syndrome qui affecte environ 1 sur 10 000 naissances de filles. Et donc, de quoi il s'agit? Donc, il a été découvert que le gène MSCP2 est responsable de ce syndrome. Le syndrome lui-même a été découvert dans les années 60 par un pédiatre. C'est une des causes les plus fréquentes de retard mental chez les filles. Donc les patientes en général sont normales ou développent normalement pendant les premiers mois de leur vie et progressivement elles perdent la capacité de parler, d'utiliser les mains de manière adéquate. Elles développent aussi une microcéphalie et il y a aussi des crises d'épilepsie et un autisme qui s'installe progressivement. Et puis aussi d'autres symptômes. Donc après cette phase assez grave, en fait les filles se stabilisent en général et les patientes peuvent survivre jusqu'à l'âge adulte. Mais c'est un syndrome qui est quand même très très grave et difficile pour les patients et pour les familles. Donc, cette maladie, comme je l'ai dit, ou ce syndrome, arrive que chez les femelles, chez les femmes, et il a été identifié en faisant de la cartographie, la manière classique génétique pour chercher les gènes par Huda Zoghbi. Et les modèles Murrin, le knockout, a montré clairement le même type de symptômes. Et donc, en fait, c'était assez étonnant parce que Adrian Bird a créé un modèle Murrin,
dans lequel il pouvait avoir un gène MSCP2 inactif, mais il pouvait le réactiver. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de comment il a fait ça, mais par ingénierie génique, il a inséré dans le gène endogène MSCP2 ce qu'on appelle un stop, qui l'empêche d'être traduit correctement. Il est exprimé mais pas traduit. Et ce stop, on pouvait le sortir avec la récombinaison en exprimant la protéine CRE avec un système CRE-LOX. Donc je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, ça lui a permis d'avoir des souris qui sont des modèles pour RET, même si c'est des mâles. Mais en fait, en réexprimant la protéine, il pouvait réverser les symptômes qui sont très ressemblants au syndrome de Rett dans cette souris. Et donc là, bon, il y a tous les différents types de tests qu'ils ont fait. Simplement, je voulais montrer que quand on réinduit l'expression du gène, les souris survivent et deviennent quasiment normales. Quand on laisse la mutation présente, les souris meurent assez rapidement au bout de quelques semaines. Et il a un film, une vidéo qui montre ça assez clairement, beaucoup des symptômes qui sont un peu similaires aux symptômes des filles qui ont le syndrome de Rett. Mais quand il réexprime en induisant la récombinaison de ce stop, et donc la protéine peut être réexprimée dans les neurones. Et là, on parle quand même des souris qui sont nées, des adultes. Donc en fait, on parle des neurones qui ne sont plus en train de se diviser. Et il peut réverser les phénotypes. Donc la réexpression des MSCP2 peut faire, on appelle ça un rescue, peut sauver le phénotype de ces souris. Donc ça montre que l'absence de la protéine est très grave, même chez les filles qui sont des mosaïques où la moitié des cellules sont quand même, peuvent exprimer MSCP2. Mais la réexpression de MSCP2 dans les cellules qui ne l'avaient pas, en tout cas si on extrapole à partir de ce modèle murin, mâle, peuvent en fait peuvent revenir à la normalité. C'est assez étonnant comme résultat. Et bien sûr, ça ouvre la possibilité qu'il y a de l'espoir un jour de pouvoir faire de la thérapie génique sur les personnes qui ont ce syndrome de Rett. Alors, comment la protéine agit? Donc ça, c'est quelque chose qui reste, malgré, on va dire, l'intérêt que les chercheurs ont porté sur la protéine MSCP2. Elle a été identifiée en fait au départ de manière indépendante par Adrian Budd parce que c'est une protéine qui s'associe avec l'ADN méthylé. Donc il a juste pêché toutes les protéines qui s'associent avec l'ADN méthylé et il a trouvé qu'MSCP2 faisait partie de ces protéines. Et donc à la suite de ça, en utilisant la biochimie et la génétique, il y a beaucoup de recherches qui suggèrent qu'effectivement cette protéine, elle est associée à la chromatine et elle ramène ou elle est associée avec d'autres facteurs qui semblent être impliqués dans la répression des gènes. Mais de plus en plus on regarde, plus il y a des possibilités. Déjà, au niveau de la protéine, quand on regarde les différents domaines, il y a des domaines qui s'associent avec la méthylation de l'ADN, mais il y a d'autres domaines qui semblent être impliqués dans la régulation de la transcription, l'épissage même. Il y a des parties de la protéine qui sont associées avec des facteurs de la chromatine. Donc en fait, c'est une protéine à plusieurs domaines qui pourrait avoir plusieurs rôles. Et d'ailleurs, il y a une flopée de papier qui décrit tout un tas de rôles. Elle est là pour faire des loops entre des régions, elle est là pour compacter la chromatine, elle est là pour activer la chromatine. Donc tout est possible, il semblerait, avec cette protéine. Donc pendant des années, les gens cherchaient un peu, on va dire pas aveuglement, mais de manière un peu spéculative. Et là, plus récemment, une approche, on va dire, un peu plus logique et intelligente a été prise en se disant, ben, en fait, les patients qui ont soit la maladie de Rett ou d'autres syndromes qui peuvent être aussi dus à MSCP2, où sont les mutations? Parce qu'il y a beaucoup de variants d'ADN dans ce gène, mais quels sont les variants qui donnent une maladie? Et c'est là où, en fait, ils ont commencé à cibler les régions qui semblent être importantes.
Et voilà, là c'était juste pour vous montrer, ça vient de Wiki, c'est juste pour vous montrer toutes les différentes possibles voies que MSCP2 peut avoir. Donc ça c'était très intéressant, mais ça ne nous a pas beaucoup aidé. Par contre, en utilisant les mutations qui existent chez les patients, le labo de Adrian Bird et d'autres commence à cibler les régions qui semblent vraiment importantes. Et donc ce qu'il a fait, c'est en regardant vraiment les régions qui semblent être touchées dans ces patients, il a fait une mini-protéine et il a montré qu'effectivement, juste la région qui s'associe avec la méthylation, la MBD, Methyl Binding Domain, et cette région-là qui semble être importante pour recruter des facteurs comme des HDAC qui sont importants pour le remodelage de la chromatine, juste ces régions-là sont capables de faire le rescue dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de réverser le syndrome de Rett. Donc il semblerait que les parties importantes de la protéine sont là, donc on commence à cibler un peu plus. Maintenant, comment exactement elles agissent et où dans le génome et dans quelles cellules, c'est très difficile, très important, mais très difficile, parce qu'en fait c'est une protéine qui est exprimée dans quasiment toutes les cellules neuronales, toutes les parties du cerveau, et à un niveau assez important. Donc si je reviens sur toutes les gènes MSCP2 impliqués dans le syndrome de Rett, mais la surprise, enfin peut-être pas, c'est que des duplications d'MSCP2 conduisent aussi à des maladies graves. Donc des microduplications d'MSCP2 et puis d'un autre gène qui n'est pas très loin, ATRX, donnent aussi des symptômes qui sont assez semblables au syndrome de Rett. Donc ça veut dire ne pas avoir de MSCP2, c'est grave, mais avoir 2 fois plus, c'est grave aussi. Donc c'est très délicat, on imagine, comme équilibre, mais ces patients, bien sûr, ça semblerait être des duplications constitutives qui sont là depuis le début. Donc l'idée qui commence à émerger, c'est que peut-être une double dose est un problème à certains stades, mais pas à d'autres. Mais avoir la bonne dose, clairement, doit être important à certains stades. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous dis que c'est important d'avoir ce dosage critique, mais je vous avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, que MSCP2, c'est un des gènes qui échappe à l'inactivation parfois. Et donc là, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup plus de temps, parce qu'il est déjà 5h30, je réalise, mais je vais vous parler un tout petit peu des approches que nous utilisons au laboratoire, parce que nous sommes tombés sur cette réalisation que MSCP2 échappe en faisant cette approche que je vous avais décrite de Hi-C, transcriptome, sous les cellules neuronales progénitrices. Et en fait, quand on a regardé dans le cerveau, dans des coupes de cerveau, il y a quelques années, et ça c'est le travail de Michael Attier dans le laboratoire, nous avons vu qu'il y a, en tout cas dans les souris périnatales, à jour 6 après naissance, on voit dans la région, la zone subventriculaire, la SVZ, il y a parfois une double expression d'MSCP2. Dans environ 20% des cellules, on voit cette expression biallélique. L'ARN de XIST est toujours là. Le X est toujours, il semblerait, décoré par XIST. D'autres gènes ne semblent pas échapper. En tout cas, ATRX a été regardé dans ces cellules, mais MSCP2, oui. Donc, ça veut dire que de manière normale, il y a des cellules qui peuvent réexprimer MSCP2. Donc, la question, c'est comment, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a une organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ces domaines topologiques qui accompagnent cet échappement? Est-ce que ça pourrait même aider, provoquer un échappement? Quelles sont les cellules réellement qui échappent in vivo? Quelles sont ces cellules où on voit une expression biallélique? Et est-ce qu'on pourrait imaginer que ça représenterait une manière de réveiller l'allèle sauvage dans les cellules des patients qui ont le syndrome de Rett? Est-ce qu'on pouvait provoquer un peu plus de cette réexpression, vu qu'il ne semble pas être si nocif que ça, en tout cas au stade que nous avons regardé. Donc tout ça, c'est très spéculatif. Mais je voulais mentionner le travail de Lucille Marion-Paul, qui maintenant essaie d'attaquer cette question. Elle a regardé plus tard
Chez l'adulte, est-ce que MSCP2 échappe aussi? Elle a vu en faisant des hybridations in situ que oui, dans certains types cellulaires, peut-être MSCP2 échappe, mais ça c'est qu'au niveau du transcrit. Donc ce qu'elle fait actuellement, en utilisant des souris, comme les souris HPRT que je vous avais montré tout à l'heure avec le gène de ménage, nous avons des souris MSCP2 qui sont étiquetées rouge et verte. Et donc ça, c'est des souris que nous avons obtenues en collaboration avec AgentBud. Et donc ces souris, normalement, il y a une activation aléatoire. Donc on a des cellules rouges ou des cellules vertes dans la plupart du cerveau, et ailleurs d'ailleurs. Mais ce que nous cherchons, c'est les cellules jaunes, où les deux allèles sont exprimés. Et ici, je vous montre une section que Lucille a faite, où vous voyez que la plupart des noyaux sont soit verts, soit rouges, mais il y a des noyaux jaunes. Et puis, croyez-moi, Lucille est suffisamment précautionneuse d'avoir vraiment vérifié qu'il s'agit d'une cellule et pas deux noyaux l'un sur l'autre, etc. En tout cas, ça veut dire qu'elles existent, ces cellules, au niveau protéique aussi, où les deux allèles sont exprimés. Donc maintenant, on peut aller les chercher en utilisant des triages cellulaires, du FACS, pour purifier ces cellules et regarder dans leur ventre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces cellules sont en forme? Est-ce que c'est des cellules qui sont toujours en vie ou est-ce qu'elles sont sur le point de disparaître? Est-ce que c'est des cellules qui représentent un état particulier, qui est peut-être un état d'une certaine plasticité où des gènes peuvent réactiver? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est lié avec un état de la chromatine particulier ou avec une organisation du chromosome X particulier? Et bien sûr, si on arrive à comprendre tout ça, ce qu'on cherche à pouvoir faire, c'est de peut-être voir comment on peut augmenter la proportion de ces cellules. Parce que si on pouvait faire ça de manière ciblée, effectivement, ça pourrait représenter une stratégie thérapeutique pour le syndrome de Rett. Donc, pour résumer un peu ce que je viens de vous dire, ici, la situation, on va dire, de quelqu'un qui a une mutation sur un allèle de MSCP2 et l'autre allèle est sauvage. Donc, a priori, ces filles, ces femmes sont des vraies mosaïques. Il n'y a pas une contre-sélection très tôt, en fait, pour les cellules qui n'ont pas MSCP2. Ça semble être plus un problème après. Et donc, ce mosaïcisme qui est là, est-ce que nous pourrions arriver à faire que l'allèle qui est sur le X inactif peut se réexprimer? Même si le X inactif reste inactif, est-ce qu'on peut réactiver cette gène qui échappe de manière facultative plus fréquemment? Donc, je vous avais montré ça tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on imagine. Est-ce qu'il y a effectivement des facteurs spécifiques qui permettent ça ou c'est l'organisation? Donc, on peut imaginer que si c'est au niveau de la chromatine, peut-être on peut utiliser des épidrogues pour réverser l'état. Franchement, je pense que nous sommes tous d'accord qu'un épidrogue va toucher tellement de choses, et tous les autres gènes du X peut-être aussi, que ce n'est peut-être pas la manière d'y aller. Par contre, les épidrogues peuvent quand même nous informer sur les mécanismes de répression, de réactivation du gène MSCP2. Donc l'approche épidrogue est très intéressante, je veux dire, de point de vue mécanistique. Mais peut-être là où il y a plus d'espoir, c'est de pouvoir aller avec les technologies CRISPR-Cas9, et en fait en utilisant un Cas9 qui ne coupe pas, mais où les ARN guides peuvent aller cibler spécifiquement le gène d'intérêt pour amener des activateurs qui vont reprogrammer que le gène MSCP2 qui nous intéresse, donc en fait qui vont éliminer les facteurs répressifs, soit en rapportant un facteur de transcription, soit en remodelant la chromatine, soit en apportant des protéines, on va dire, d'architecture qui permettraient peut-être cette région de s'ouvrir et de pouvoir s'exprimer. Donc ce sont les stratégies que nous espérons un jour pouvoir poursuivre. Voilà. Donc, mais par contre, nous sommes bien d'accord et conscients que le moment précis et le contexte cellulaire précis de réactivation d'MSCP2 est absolument critique. Cette duplication d'MSCP2 qu'on voit chez des hommes qui ont des problèmes neurologiques graves nous montre qu'effectivement, nous ne pouvons pas juste traiter des personnes sans prendre en compte qu'il faut vraiment savoir ce qu'on fait au niveau de la réexpression de ces gènes. Pour le moment, ça peut sembler un peu une fantaisie, mais vu
l'efficacité et la vitesse avec laquelle les technologies, non seulement CRISPR-Cas9, mais aussi de la capacité de livrer ces molécules dans le cerveau chez la souris vont, je pense que ça sera quelque chose qui est possible. Et juste pour vous rassurer, nous n'allons pas passer de la souris à l'homme, pas immédiatement, mais les chercheurs ont déjà commencé à regarder chez les singes. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, où effectivement, un modèle de singe, RET, a été créé. Et là, c'est clair que maintenant, les chercheurs peuvent vraiment regarder quel est l'impact des mutations spécifiques au niveau du développement du syndrome, et puis quelles sont les possibles stratégies thérapeutiques qui peuvent être utilisées, comme celles que je viens de citer. Donc voilà, je vais terminer très rapidement, bientôt là. Donc je reviens sur cette diapo pour vous montrer qu'effectivement il y en a beaucoup de gènes, et terminer sur le point que je vais répondre la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gènes liés à l'X qui semblent être impliqués dans des maladies en général et dans les maladies neurologiques parce qu'il y a cette situation de haploïdie, comme je l'ai dit. Mais en même temps, il a été proposé qu'il y a 3 fois plus de gènes qui sont impliqués dans le développement du cerveau sur le X que sur des autosomes. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une sélection pour les gènes qui sont importants dans les fonctions neuronales, pour le comportement chez les hommes, d'une part, parce qu'on peut révéler, par exemple, des comportements qui pourraient être sous une pression de sélection sexuelle ou chez les femmes. Et puis, donc, il y a toute une théorie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je n'ose pas le dire en français, mais en anglais, on dit « brains and balls ». Beaucoup des gènes qui sont sur le X sont exprimés dans le cerveau et dans les testicules. Donc, l'idée, c'est que peut-être il y a vraiment une sélection pour ces gènes qui sont exprimés dans ces organes et qui ont des fonctions particulières. Et donc, il y a beaucoup de débats maintenant sur les gènes du X qui pourraient être importants dans l'intelligence. C'est un terrain extrêmement glissant que j'ai découvert. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui travaillent sur ces préoccupations, mais il y a beaucoup d'intérêt. Donc il y a des études ou des hypothèses, c'est que des hypothèses pour la plupart, mais qu'effectivement, le X porte beaucoup de gènes qui pourraient être impliqués dans l'intelligence. L'argument, et je vais revenir sur ces arguments, c'est parce qu'effectivement, si on a des gènes qui sont importants pour le développement du cerveau, on peut imaginer qu'ils auront un impact aussi sur la capacité, enfin le comportement et sur les capacités intellectuelles. Et donc, en fait, il y a aussi l'hypothèse que peut-être le X donne des différences entre les hommes et les femmes, entre les mâles et les femelles, qui sont beaucoup plus variables chez les hommes que chez les femmes. Parce que chez les hommes, effectivement, nous avons la mutation ou le variant qui est tout de suite visible. Donc il y a même toutes des études qui ont été faites sur les familles intelligentes. Par exemple, Darwin, qui était issu de Wedgwood. Je ne sais pas si vous connaissez Wedgwood, c'est l'apotryphine en Angleterre. Donc en fait, Darwin, il est issu de la famille de Wedgwood. Et puis aussi, il y a Francis Galton, qui était un écrivain et philosophe assez connu, qui était un peu derrière les idées eugéniques. Donc, comme quoi, il y avait effectivement des familles très intelligentes. Je ne sais pas si tout ça, c'est de l'intelligence, mais en tout cas, beaucoup de discussions autour de ça, mais beaucoup de débats aussi. D'ailleurs, au début, les gens disaient c'est parce que c'est sur le Y, évidemment. L'intelligence, c'est sur le Y, mais quand les gens ont réalisé qu'il n'y a pas grand-chose sur le Y, ils se sont dit, oh ben non, c'est sur le X. Mais du coup, pour transmettre l'intelligence, ça veut dire, parce qu'en fait, on transmet le Y au fils et le X aux filles. Donc en fait, c'est via les filles que ça se passe. Donc ça a pas mal perturbé les gens de l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de femmes impliquées, hein, je vous rappelle. Donc en tout cas, voilà, je voulais quand même terminer sur ça et la semaine prochaine, on prend la suite. Mais voilà un peu les hypothèses. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de défauts qui impactent sur le comportement et sur les capacités verbales et autres
Donc, est-ce que ça, c'est l'intelligence générale? Déjà, ça, c'est un débat. C'est quoi l'intelligence? Mais bon. Et puis, on les voit parce qu'effectivement, le X est haploïde chez les mâles. Et est-ce que ces locus sont impliqués dans les capacités, on va dire, exceptionnelles parce qu'on a ces extrêmes? Et donc, en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a les allèles extrêmes soit de génie sur le X, soit des gens qui ne sont pas du tout des génies, je ne veux pas dire. Et que bien sûr, c'est les hommes qui nous montrent ces extrêmes, parce qu'ils n'ont qu'un X. Mais bon, j'espère que vous avez aussi vu que chez les femmes, ce qui se passe dans leur cerveau est extrêmement complexe. Et donc, parfois, il y a des cellules qui expriment les deux allèles. Et même le fait d'exprimer un allèle et l'autre et la manière que le cerveau est organisé peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, on ne va pas parler d'intelligence dans ces termes. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même souligner que, d'accord, il y a les maladies de déficience intellectuelle qui affectent beaucoup plus de garçons que des filles, ça c'est clair, et qui sont liées à l'X, parce qu'il y a cette capacité de les voir plus facilement dans les pédigrés, contrairement à des gènes autosomales. Par contre, il y a peut-être beaucoup de gènes autosomales qui sont aussi liés dans les déficits intellectuels, pas les X, mais les LID, on va dire, ou les ALID, et sans doute qui ne sont pas si représentés. Et puis, pour cette histoire des gènes d'intelligence, en fait, c'est quasiment impossible de tester parce que comment on peut simplement voir si l'allèle, on va dire, normal d'un gène peut augmenter l'intelligence. Donc, c'est des... Enfin, voilà, ça donne beaucoup de travail à beaucoup de gens, en tout cas, de débattre sur ce point. Mais effectivement, on peut avoir des gènes qui perturbent le développement du cerveau. Mais est-ce que ça, c'est un gène d'intelligence? Je pense que ça reste totalement ouvert. Mais en tout cas, l'idée, c'est que peut-être il y a une sélection sur le X pour des gènes qui sont impliqués dans le comportement et d'autres aspects qui sont liés à la sélection sexuelle. Et on en a parlé de ça pendant le premier cours. Et en fait, nous savons qu'il y a des gènes sur le X qui ont été rajoutés ou qui évoluent, qui sont impliqués dans la spermatogénèse. Alors pourquoi sur le X? Justement parce que les mâles ont un X, un Y, et donc justement on peut inventer des nouveaux gènes qui vont améliorer la spermatogénèse en les mettant sur le X. Et donc il y a des gènes sur le X chez la souris, mais aussi chez l'humain. Il y a beaucoup de gènes qui sont associés aux fonctions, aux expressions dans le testis et aussi des fonctions. Donc l'idée, c'est que peut-être les gènes sur le X, que ce soit pour la spermatogénèse ou pour d'autres aspects du comportement, et on peut l'appeler intelligence si on veut, peut avoir un succès, peut permettre à des mâles d'avoir un succès plus important dans la reproduction. Donc la sélection sexuelle dont Darwin avait parlé si longtemps. Mais aussi, on peut imaginer que les gènes sur le X qui échappent à l'inactivation particulière pourraient aussi avoir un avantage reproductif chez les femmes, chez les femelles. C'est beaucoup plus difficile à prouver, ces deux sont beaucoup plus difficiles. Est-ce qu'un homme qui est plus intelligent va pouvoir se reproduire plus efficacement? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des chercheurs qui pensent que l'intelligence est corrélée avec la qualité du sperme. Alors, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai relu, et il y a même un addendum qui est sorti où ils vont encore plus loin. Je pensais, ils vont corriger ce qu'ils disent, mais non. Mais peut-être c'est vrai, hein. Je ne veux pas critiquer, mais vraiment, ça me semble un peu tiré par les cheveux. En tout cas, mais les gens regardent. Hein. Déjà, c'est quoi les tests d'intelligence qu'ils utilisent? Ça, c'est très controversé. Et puis, la qualité du sperme, je ne sais pas comment on peut vraiment tester ça. Bon, voilà. Donc voilà. Et pour les gènes qui échappent à l'inactivation, il y a aussi des controverses. Est-ce qu'ils peuvent être sélectionnés, soumis à la sélection ou pas? Donc, je vais aller beaucoup plus vite là. Pardon, je vais terminer. On va revenir sur ça, je vous promets. Voilà, je voulais terminer sur ça parce qu'il y a quand même un dimorphisme sexuel intéressant et important pour les fonctions neurologiques. On parle des maladies neurologiques et des déficiences intellectuelles, mais il y a quand même beaucoup de différences, il faut quand même l'avouer. Et ici, je vous montre les maladies qui sont plus souvent trouvées chez les femmes, comme par exemple la schizophrénie à l'âge adulte, la dépression, l'anxiété et la
post-traumatic stress disorder, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas, voilà, c'est plus important chez les femmes. Et chez les hommes, il y a beaucoup plus d'autisme et d'autres types de syndromes. Donc, il y a clairement des grandes différences. Et le grand défi est de dissocier les effets hormonaux, les effets des chromosomes sexuels, les gènes des chromosomes sexuels sur le X et le Y, et bien sûr les effets culturels. Donc, j'avais préparé encore 25 diapos sur ça. On va les couvrir la semaine prochaine et je vais essayer de faire un peu plus court que la semaine prochaine. Je vous parle aussi des maladies auto-immunes. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention.